Cette séance d'aujourd'hui me paraît importante à mon sens. Euh, les Gilets jaunes, une énigme sociale, a-t-on titré. Bien évidemment, c'est une façon d'aborder les choses. Nous y avons consacré nous-mêmes, certains s'en souviennent peut-être, un remue-ménage, c'était en 2019. Euh, Plusieurs d'entre nous ont écrit des textes sur ce sujet des Gilets jaunes. Moi-même, j'ai commis une tribune qui a été publiée dans la lettre du Cercle que j'avais intitulée les damnés du territoire. C'était un clin d'œil volontaire au livre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre. Il me semblait qu'il y avait certaines similitudes entre les deux mouvements, euh, celui de la décolonisation et celui des Gilets jaunes, mouvement social très particulier. Ce mouvement, c'est ce mouvement social qui a frappé tout le monde, hein. Euh, c'est aujourd'hui tari, mais ni ses causes ni les conséquences qu'elles ont provoquées, qui sont parfois superficielles mais qui ont laissé des traces profondes, ni les colères qu'elles ont suscitées ne sont vraiment éteintes, sont simplement peut-être enfouies. Peu de conséquences en ont été tirées. Certes, le président de la République et le gouvernement de l'époque ont manifesté leur intérêt en faisant pour le président de la République une tournée dans de nombreuses villes en France pour discuter avec les masses, si je puis dire. Et puis, environ 10 milliards d'euros ont été distribués de façon diverse pour des actions qui pouvaient intéresser le mouvement des Gilets jaunes, mais qui, en fait, ont peu contribué à la résolution du problème. Ceci s'est passé ainsi, sans doute parce que ni les analyses de ce mouvement, ni les conséquences qui auraient pu en tirer n'ont été faites sur le moment. On a usé beaucoup de concepts, on a utilisé beaucoup de concepts usés sur les conflits sociaux à propos de ces gilets jaunes, ce qui ne permettait pas de comprendre ce qui s'était réellement passé. Je crois que notre conférencier va le dire, d'où l'importance, l'utilité même de revenir sur cette crise des gilets jaunes, dont on n'a plus entendu parler depuis 4-5 ans, qui est réellement un mouvement inédit dans notre histoire et qui, je pense, reste relativement incompris au point que on peut entendre les gens dire au jeu, est-ce que ça ne va pas revenir? Est-ce que ça va revenir? Ce qui montre bien une interrogation sur quelque chose qui paraît irréel, voire impossible, mais on ne sait jamais. Ça pourrait revenir. Et pourquoi on ne sait pas. Donc voilà. Le livre d'Antoine Bernard de Raymond et de Sylvain Bordiec, qui aurait pu être là ce soir mais qui ne pouvait pas nous rejoindre, peut, je pense, nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé et peut-être ce qui reste de ce mouvement des Gilets jaunes dans la société française. D'autant plus que les fameux cahiers de doléances qui avaient été écrits par de multiples ronds-points, de multiples groupes de Gilets jaunes à l'époque, ne sont toujours pas analysés. Ils ont été mis dans des archives, ils ne sont pas mis à la disposition, manque de moyens sans doute, mais pas seulement, manque de volonté politique, euh, à peu de chercheurs en tout cas qui ont analysé ces cahiers de doléances et aucune conséquence n'en a été vraiment tirée, ni politique, ni économique, ni sociale. Alors, ce qui est intéressant, et je crois que Antoine va y revenir, c'est que le rond-point, c'est la crise des ronds-points, comme on a dit, a constitué pendant quelques mois la place publique que les non-urbains ne possèdent plus dans leur vie courante.
les révoltes urbaines, les révoltes anciennes, en général, ont utilisé des rues, des places pour manifester, mais aussi pour discuter. Là, le rond-point, c'était en quelque sorte la place publique de cette urbanité, de cette non-urbanité, assumée. Voilà. Ce qui était intéressant aussi, c'est que le gilet jaune, c'est un costume de contestation qui était porté par beaucoup de gens et qui on demandait, même quand on était automobiliste, qu'on le mette devant le pare-brise pour bien manifester qu'on était, nous, gilets jaunes également. C'était des manifestations, des façons d'être qui, d'une certaine façon, étaient par définition irrécupérables. Alors que les politiques, les syndicats avaient envie de récupérer ce mouvement. Or, en fait, aussi bien le rond-point que le gilet jaune étaient irrécupérables d'emblée. C'est pour ça qu'on n'a sans doute pas compris à l'époque. Voilà. Je ne vais pas, bien sûr, aller plus loin. Hein. C'est Antoine qui va nous faire cet exposé. Je le remercie d'ailleurs d'être là. Il est directeur de recherche, il est sociologue, il est directeur de recherche à l'INRA, euh, basé à Bordeaux, lié à la Bordeaux Sciences économiques. Sciences Je suis un économiques. sociologue égaré chez les économistes. Bon, mais ce sont des fautes qui sont facilement pardonnables. Et donc, c'est Bordeaux, sciences économiques. Voilà. J'avais noté quelque part School of Economics. En fait, c'est un acronyme qui est fait pour être à la fois en français Bordeaux Sciences économiques et en voilà. anglais Bordeaux School of Economics. Merci à toi, Antoine. Bien, merci beaucoup. Merci à toi, Bernard, de cette invitation. On s'était croisés quelques fois à Ivry-sur-Seine, mais voilà, je suis content de te retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter donc ce travail sur les Gilets jaunes qu'on a mené à deux avec mon collègue et ami Sylvain Bordiec. Je vais donc qui a notamment débouché sur ce livre, les Gilets jaunes, sociologie des Gilets jaunes, pardon, reproduction et lutte sociale. Je vais vous en présenter certains aspects. Je ne vais pas essayer d'être exhaustif ce soir. Et j'espère que ça vous donnera envie, d'une part, d'en discuter là dans cette séance, et puis peut-être de le lire, hein, d'aller en librairie. Moi, je vous conseille de le lire. Hein, voilà. on peut se le passer si vous voulez pas Mon l'acheter. objectif, c'est d'abord de vous donner envie de le lire. Donc, je ne vais pas vous parler de tout, mais de certains aspects, ce qui me permettra, j'espère, de ne pas être trop long, de ne pas dépasser la demi-heure. N'hésitez pas à me le dire, comme ça laissera plus de temps à la discussion, à l'échange. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, quand tu m'as contacté, Bernard, tu as évoqué les débats que vous aviez eus, je crois, à l'époque, au sein Oui, 2019. Voilà, de la Ligue de l'enseignement ou du Cercle Condorcet, je ne sais plus, et du fait que en fait, ça vous avait pas mal clivé. Et c'est intéressant pour moi parce que euh, ça montre bien le fait que les Gilets jaunes, ça a été une crise politique. Et une caractéristique d'une crise politique, c'est que ça crée des clivages qui ne sont pas ceux qu'on connaît habituellement, qui dépassent, qui sont différents des clivages qu'on connaît habituellement. Donc, parce que je pense que quand même dans un espace comme le Cercle Condorcet ou la Ligue de l'enseignement, sur tout un ensemble de sujets, même si vous pouvez avoir des petites différences, des nuances, vous allez avoir quand même des positions assez proches. Voilà. Donc, de manière générale, dans la société française, si vous prenez des sujets de société comme l'Europe, la monnaie unique, ou bien l'immigration ou les impôts, vous allez être assez peu surpris des positions que vont défendre les gens si vous connaissez un petit peu leur position partisane ou des choses comme ça. Là, dans le cas d'une situation comme les Gilets jaunes, vous voyez apparaître des conflits, des clivages entre qui est plutôt pro ou plutôt contre les Gilets jaunes, qui ne recouvrent pas, ne suivent pas les clivages traditionnels, c'est-à-dire en l'occurrence le clivage droite-gauche. Donc voilà, c'est bien le symptôme qu'il y a une crise politique et ça a marqué très profondément la société française. Pour moi, c'est un événement qui est quasiment comparable à mai 68, alors qu'il est très différent. J'y reviendrai peut-être dans l'exposé, c'est dans ses ressorts et puis dans les attentes qu'il suscite et évidemment dans les publics qu'il compose. Mais c'est aussi le point de comparaison avec mai 68, c'est que pour reprendre l'expression de Raymond Aron, l'événement réel, matériel dans les rues, ou enfin plutôt sur les routes, se double immédiatement d'un événement de papier.
C'est-à-dire que c'est un événement qui suscite tout de suite, dans l'immédiateté, les jours qui suivent son démarrage, là, le 17 novembre 2018, qui suscite un nombre quasiment incalculable de prises de position, de tribunes, soit en soutien, soit pour dénoncer. En plus, des fois, c'est pas pour dénoncer la même chose, mais enfin voilà. En tout cas, ça, voilà, ça polarise. Voilà. Une autre chose qui montre à quel point ça a marqué la société française, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est que les enfants s'en saisissent. Dans les cours de récréation des écoles primaires, à l'époque, on jouait aux gilets jaunes et aux policiers. Il y avait des enfants qui étaient dans la cour d'école et qui criaient Macron démission, enfin des choses comme ça. Donc pour que les enfants soient conscients, enfin imprégnés comme ça d'un événement politique, c'est que bon voilà, il se passe quelque chose. Et moi, si vous voulez, à l'époque, dans les semaines, pour dire un peu pourquoi j'ai été amené à travailler là-dessus, dans les semaines qui avaient précédé le début du mouvement, bien entendu, comme tout le monde, j'en avais entendu parler. Tiens, il y a quelqu'un qui attend dans la salle d'attente virtuelle. J'en avais entendu parler et je suivais ça d'un œil distrait en me disant oui, bah oui, une taxe sur le carburant, oui, ça fait jamais plaisir une taxe, mais bon, le changement climatique, c'est une réalité, donc vous êtes gentils, les gars, mais enfin voilà. C'était un peu la vision que j'avais dans les semaines précédant le mouvement, plus comme on voyait que c'était quand même très relayé par la droite, si ce n'est extrême, en tout cas vraiment dure. Bon, ça m'était pas très sympathique a priori. Et enfin, vous voyez, de loin, ça faisait un peu, on rejouait le troisième tour on faisait un peu un troisième tour de l'élection présidentielle, hein. On n'est pas très longtemps après l'élection de Macron qui avait affronté Marine Le Pen au deuxième tour. Bon, enfin voilà. Et puis le 17 novembre, moi je suis chez moi et je suis ça, parce que quand même, bon, enfin, voilà, je m'intéresse à l'actualité politique, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Et là, je suis tout de suite frappé de voir enfin, des images très contrastées, d'un côté parfois de violence sur les ronds-points, soit des voitures qui essaient de forcer les barrages, soit au contraire des automobilistes qui se font un peu secouer, pas de manière très sympathique, par les manifestants. Et puis de l'autre côté, une ambiance de kermesse, de fête populaire, des gens qui dansent sur le parking d'un supermarché, enfin des choses comme ça. Et puis les réactions que ça suscite, qui, comme je l'ai dit, sont très contrastées. Des gens qui disent ah bah oui, voilà, bon, il y a une colère populaire, c'est bien. Et puis d'autres gens qui disent ouais, bah, c'est des fachos, qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin voilà. Et donc là, moi, j'ai eu un peu cette intuition, si vous voulez, qu'il se passait quelque chose. Et puis on voyait aussi que c'était pas les publics classiques des manifestations, donc qui étaient ces gens-là et qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment. On voyait que ça parlait beaucoup de la taxe sur le carburant, mais qu'il y avait d'autres choses. Donc enfin voilà, c'était pas juste de l'antifiscalisme, enfin voilà. Et donc moi j'ai un peu cette intuition-là, ça me travaille un peu dans la semaine, et puis je vois passer un appel de collègues de Sciences Po Bordeaux, donc des voisines, hein, que je ne connaissais pas plus que ça, mais enfin là, qui disent bah, il faut enquêter là-dessus, parce qu'on voit bien qu'il se passe quelque chose de fort qui est en train de marquer la société française. Donc ils lancent depuis Bordeaux un appel national, si vous voulez, à enquêter sur les Gilets jaunes. Donc comme j'habitais moi aussi déjà à Bordeaux, bah, je les ai contactés, je les ai rejointes, et puis j'ai commencé à travailler sur le mouvement des Gilets jaunes. Et au début, je pensais faire quelque chose vraiment un peu de ponctuel. Donc, elles avaient commencé à élaborer une enquête par questionnaire sur les lieux de mobilisation. Donc, moi, le 24 novembre, je suis dans la manifestation à Bordeaux à faire passer ce questionnaire sous la pluie, ce qui était pas pratique pour des questionnaires papier. Enfin, voilà. Et en fait, au bout du compte, c'est quelque chose qui m'a complètement aspiré pendant des mois, et en fait, jusqu'au confinement de 2020. Et puis, ça a été vraiment une rencontre, une double rencontre. Donc, avec un collègue qui est devenu un ami, avec qui on a très bien travaillé, et puis, en fait, quand on a voulu un peu étudier, comme on voyait bien que c'était la révolte des ronds-points, etc., on a voulu étudier quand même dans le périurbain, dans le rural. On est tombé sur un groupe local de Gilets jaunes qui était assez fascinant, et puis qui est un de ceux qui a duré le plus longtemps en France, quoi. Donc, bon, ça, c'est des coups de bol comme ça quand on fait des recherches. Des fois on n'a pas de chance, puis des fois, on en a. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas parler de tout ce qu'il y a dans le livre. Mais je vais essayer de partir de quelques questions qui se sont posées beaucoup, notamment au début du mouvement. Et donc, il y avait ce conflit d'interprétation, le fait de savoir si c'est un mouvement qui est révélateur d'un conflit social plus profond dans la société française ou d'une contradiction sociale, un peu, vous voyez, comme dans les approches en termes enfin, chez marxiste, par exemple. Enfin, vous voyez, quand il y a un événement politique, il renvoie à une contradiction dans la structure sociale. Donc, est-ce qu'on a quelque chose de cet ordre-là? Ou bien, au contraire, est-ce qu'on a quelque chose qui, en fait, n'est pas vraiment un mouvement social
et qui n'est qu'un agrégat de revendications individuelles. Et il y avait quelque chose dans les pratiques même des Gilets jaunes qui accréditait cette vision-là, qui est l'idée de ne pas avoir de mot d'ordre, de ne pas avoir de ligne politique, de ne pas avoir de chef, de ne pas avoir de représentant, et chacun s'exprime que en son nom propre. Et donc, et il y avait notamment cet effet, peut-être que vous pouvez le voir là dans une des photos que j'ai, c'est que les gens inscrivaient leurs propres revendications. Voilà, j'en vois pas de chance, sur leur gilet. Donc à la limite, vous voyez, chacun avait sa revendication. Donc on peut se demander si finalement, il n'y a que l'individu. Et s'ils étaient, ces gens-là, les gens que vous voyez là, ils étaient réunis que par un plus petit dénominateur commun qui serait le rejet de Macron, en fait. Et donc, en fait, quand on n'a que ça comme dénominateur commun, on peut aussi bien être un électeur d'extrême droite, enfin voilà, un soutien de Marine Le Pen, que un électeur de gauche qui est contre le néolibéralisme. On peut aussi bien être de la Fédération des chasseurs que un usager de la route en colère. Enfin, voilà, et puis tout ça, faire voilà, un truc un petit peu sans queue ni tête. Donc, je vais essayer de résoudre ça. Et je vais tuer le suspense. Hein. Moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que c'est bien révélateur d'une contradiction sociale dans la société française. Une autre question qu'on pouvait se poser et qu'on s'est beaucoup posé au début du mouvement des Gilets jaunes, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on pouvait les classer politiquement. Est-ce que c'était de gauche? Est-ce que c'était de droite? Est-ce que c'était des gens apolitiques? Est-ce que c'était, pour reprendre une catégorie qui est très en vogue depuis 15-20 ans en sciences politiques, est-ce que c'était la figure française du populisme? Enfin, il y avait toutes ces questions-là. Donc là aussi, je vais essayer d'y répondre. Et, et puis aussi, une autre question, c'était évidemment, est-ce qu'on est face à de l'inédit? De l'inédit parce que ce n'est pas les gens qui manifestent habituellement, ce n'est pas les demandes qu'on connaît habituellement. Okay. Est-ce qu'on est face à de l'inédit? Est-ce qu'on est face à un retour de l'ancien, une jacquerie? Tu l'évoquais, on discutait tout à l'heure, finalement, un retour de l'ancien temps, des modes de mobilisation qui rappellent presque l'ancien régime ou la France proto-industrielle ou des choses comme ça. Ou bien est-ce que c'est annonciateur de nouvelles formes de se mobiliser, de ce que va être comment dire, le contour, le format de la révolte au XXIe siècle. Bon. Donc je vais essayer quand même de répondre à ces questions-là. Et pour avancer dans le fil de ce questionnement, partir de ce qui pourrait être un petit peu une énigme, l'énigme des Gilets jaunes ou l'énigme jaune. Voilà, cette notion d'énigme, elle s'arrime à un certain nombre de points. Le premier, c'est une espèce de surprise d'avoir des gens qui protestent contre une forme d'injustice sociale, au sens le plus large du terme, des inégalités, la pauvreté. Enfin, vous voyez que ça revenait dans les propos des Gilets jaunes, mais qui ont des revendications centrées sur le pouvoir d'achat, les fins de mois difficiles, la vie chère, et donc qui mettent de côté la question des salaires. Donc c'est quand même bizarre, vous vous révoltez contre les inégalités sociales et vous ne parlez pas des salaires. Enfin, ils en parlaient un peu, mais ce n'était pas la revendication centrale. Donc au niveau des revendications, une première surprise, oui, ok, l'injustice fiscale si vous voulez, mais enfin bon, quand même un gros facteur d'inégalité dans n'importe quelle économie développée, c'est l'inégalité des salaires, puis plus le conflit de répartition de la valeur ajoutée entre le travail et le capital, bon, on connaît tous le néolibéralisme, etc. Deuxièmement, c'était sur le profil des participants. Donc ça, on le voit très rapidement, les premières enquêtes, les premiers sondages, très faible expérience militante. Des gens qui souvent n'ont jamais manifesté, place centrale, donc faible expérience militante, pas d'expérience. Voilà, des gens qui ne sont pas à la manif du 1er mai, qui ne sont pas syndiqués, qui voilà. Place centrale des femmes, des retraités aussi dans la mobilisation. Alors il y a toujours des femmes et des personnes âgées dans les mobilisations, mais là on voit que c'est quand même c'est assez prégnant, non seulement d'un point de vue numérique, mais aussi parce que les femmes jouent des rôles de leader localement et même nationalement dans certains. Enfin, voilà. Comme je l'ai dit, donc une mobilisation au nom du travail, mais qui n'a pas de revendication spécifique sur le travail et vis-à-vis du patronat. Et donc, une différence immédiate avec mai 68, c'est que le patronat n'est pas un interlocuteur. Et donc, alors qu'en 68, c'était quand même, voilà, il y avait une dimension anticapitaliste, il y avait avant 68, il y avait des grèves, enfin, il y avait tout ça. Là, le patronat n'est pas concerné, à sa grande surprise. Voilà, et l'interlocuteur qu'on se donne, alors là pour le coup c'est cohérent avec la thématique de l'injustice fiscale, c'est l'État. Donc c'est pas la bourgeoisie, c'est pas le capital, c'est l'État, c'est les politiques, c'est le gouvernement, c'est Macron. Donc là vous voyez bien un mot d'ordre quand même assez transversal de ce mouvement.
Voilà. Et dernier aspect de l'énigme, c'est qu'on part du carburant, bon, voilà, donc là on voit bien les usagers de la route, les gens qui font beaucoup de kilomètres, ou les passionnés de bagnole, enfin voilà, les gens qui ne veulent pas payer plus, bon d'accord, et puis en fait on voit très vite qu'il y a une montée en généralité des revendications, très vite. On commence à parler du carburant, mais en fait, comme pour reprendre l'expression des gilets jaunes, non mais le carburant c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est tout, en fait c'est tout, c'est un ras-le-bol, il y en a marre de tout. Bon. Ah oui, petite anecdote personnelle, vous voyez, forme d'expression classique des Gilets jaunes. Donc là, c'est une barrière de péage qui avait été prise, entre guillemets, par les Gilets jaunes au début du mouvement. Et donc, c'était sur l'autoroute qu'on empruntait avec mon collègue pour aller les étudier, là, ce groupe local de Gilets jaunes. Et c'était ma petite gourmandise, ma petite récompense personnelle de s'arrêter toujours à 7 euros là, de péage où il y avait écrit voleur. Voilà, donc c'était les Gilets jaunes qui l'avaient écrit. Et à chaque fois, ça me faisait rire de voir cette inscription-là. Euh, bon, enfin voilà. Euh, le propos qu'on défend dans le livre, c'est que c'est bien, ce mouvement, il est bien révélateur, bien qu'il ne prenne pas les contours, les mots d'ordre classiques du mouvement ouvrier ou de la lutte des classes, il est bien révélateur d'un conflit social et d'une contradiction sociale extrêmement forte dans la société française et qui en fait ne se donne pas à voir facilement, qui est compliqué à appréhender et qui fait que si vous essayez de rabattre ça sur ouais, c'est une révolte antifiscale, c'est du poujadisme, en fait, je pense que vous ne comprenez pas le ressort de ce mouvement. Et par ailleurs, si vous dites, comme on dit pas mal de gens, c'est la lutte des classes, c'est le réveil du peuple, vous passez aussi à côté d'un certain nombre de choses, notamment c'est difficile de dire que c'est la lutte des classes pour des gens qui ne se mobilisent pas au nom du conflit autour des moyens de production, du salaire, des conditions de travail, etc. Ce petit tableau là que je vous présente, il est tiré donc d'une exploitation de cette enquête par questionnaire que j'ai évoquée tout à l'heure. Hein, donc il y a, je ne sais plus, 1300 réponses. Hein. C'est que des gens qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes, puisqu'on était sur les lieux de mobilisation. Donc c'est que des gens qui sont venus à des rassemblements de Gilets jaunes, que ce soit sur les ronds-points ou dans des manifestations, et qui portaient un gilet jaune. On est sûr qu'ils étaient Gilets jaunes. Et donc on leur posait notamment, il y avait une question ouverte, c'était pourquoi manifestez-vous aujourd'hui? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà. Et il répondait des choses assez diverses, mais quand même, quand on fait une petite analyse textuelle de cette question ouverte, on peut avoir, vous voyez, moi j'aime bien quand il y a des résultats saillants avec des petits classements simples. Donc là, vous avez un classement, c'est les 10 mots ou expressions les plus utilisés dans ce corpus-là. Donc vous avez 1300 personnes qui vous ont répondu à une question, et qu'est-ce que ça fait ressortir? Il y a des choses qui ne vont pas vous surprendre. Donc, vous voyez qu'en premier, il y a pouvoir d'achat et taxes. Bon, ça, on a bien compris, c'était l'évidence nominale de ce qu'était ce mouvement. Pareil, Macron, gouvernement, euro, c'est parce que les gens disaient je gagne tant d'euros par mois, ou ça me coûte tant d'euros. Enfin voilà, c'était les gens ils font des calculs comme ça tout de suite. Et puis, enfin voilà, des formes de revenus, le salaire, la retraite, et puis donc la question du pouvoir d'achat, où tout en bas la vie, c'est la vie chère, c'est le coût de la vie, tout augmente. Enfin voilà. Donc la contradiction entre d'un côté les revenus qui stagnent et puis de l'autre côté la vie chère. Mais il y a un mot qui tranche par rapport à tout ça, enfin, à mon sens, qui n'était pas dans l'évidence de ce qu'on voyait des Gilets jaunes médiatiquement, ou même des slogans qui pouvaient. Enfin, là, c'est le mot enfant. Pourquoi il y a ce mot-là alors qu'on parle par ailleurs de Macron, de pouvoir d'achat, de vie chère, etc., etc. Quand je pose la question à mes étudiants, en général, ils trouvent la réponse, donc ça c'est bien, on a des bons étudiants. C'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est l'idée qu'on se mobilise au nom de ces enfants. Et donc, il y a une expression qui revient très souvent sur les ronds-points, c'est on n'est pas là pour nous, on est là pour nos enfants. Et donc ça, c'est hyper intéressant et enfin voilà, c'est un peu le fil que je vais essayer de tirer pour essayer de résoudre cette énigme et répondre aux questions que j'avais posées au début de l'exposé. Ça veut dire quoi ça? On n'est pas là pour nous, on est là pour nos enfants. Donc d'emblée, ça convoque une entité qui est la famille. Ça, c'est l'évidence. Cette entité, c'est la famille. Et donc déjà, ça remet un petit peu en question l'idée que vous auriez un mouvement qui serait fondamentalement individualiste, voire consumériste,
il y avait des gens qui disaient, bah, regardez, ils se réunissent sur le rond-point qui est à l'entrée du supermarché ou de la zone commerciale, ce qui était rigoureusement vrai. Donc, en fait, c'est des gens qui sont frustrés de ne pas pouvoir accéder à un certain univers de la consommation, celui des classes moyennes, etc. etc. C'est pas complètement faux, mais vous voyez que ça, il faut l'indexer à la question de la famille et des enfants. Ok, je développe cette analyse textuelle. Donc, on fait une analyse des correspondances multiples et une classification ascendante hiérarchique. Donc, enfin voilà, ça vous donne un ensemble de classes lexicales, toujours sur le même corpus, hein, les réponses à la question pourquoi manifestez-vous aujourd'hui. Et l'analyse vous sort, bon, je vous passe sur les détails statistiques, vous sort 5 classes de langage. Et donc, ce dont je vais vous parler, c'est de ces classes 1 et 2 qui sont là, en rouge et en gris, et qui font, on voit toujours, oui, qui font à peu près, qui font plus de 50% des éléments du corpus, c'est-à-dire des mots, si vous voulez, qui sont indexés dans le corpus. Et le reste, c'est 3 autres classes qui sont un petit peu moins importantes. Et en fait, ces deux classes, voilà, elles s'opposent globalement, vous voyez la classification hiérarchique, elles s'opposent globalement aux 3 autres. Donc je passe sur les 3 autres qui en fait ont plus lié à la dimension politique du mouvement, la question de la représentation, l'organisation des gilets jaunes, etc., etc. Mais ces 2 classes, elles sont très intéressantes parce qu'en fait, elles sont complémentaires. La classe 1 et la classe 2. Si je commence par la classe 2, c'est plutôt des hommes ouvriers qui sont sur les ronds-points ou alors des retraités, donc bon, qui ont plus de 60 ans, qui vivent dans l'espace rural, qui tiennent ce discours-là. Et c'est un discours qui illustre la crise du pouvoir d'achat, c'est-à-dire d'un côté, il y a des revenus tirés du travail qui stagnent, donc le salaire, les retraites, et de l'autre côté, vous avez le coût de la vie qui supposément augmente. Et donc là, ils vont déployer tout un ensemble de mots qu'ils associent au coût de la vie. Et c'est souvent c'est pas n'importe quel coût de la vie, c'est-à-dire c'est des biens qui sont des tarifs régulés, ce qui explique la raison pour laquelle on parle d'injustice fiscale, pourquoi on s'adresse à l'État, etc. C'est que c'est pas n'importe quel prix, c'est des tarifs qui sont directement impactés, régulés par l'État, soit réglementés, soit parce qu'il y a une énorme fiscalité dessus. Donc le premier d'entre eux, c'est l'essence, mais ça peut être aussi les mutuelles, l'accès aux soins, l'électricité, enfin voilà, des choses comme ça. Et c'est des biens qui ont en commun d'appartenir à ce que les Gilets jaunes appellent des produits de base. Et en fait, c'est ça qu'ils veulent. Derrière la notion d'injustice fiscale, ils pensent à des choses très particulières, donc l'essence évidemment, mais aussi l'alimentation, l'énergie, l'électricité, le gaz, l'accès aux soins, les mutuelles, enfin, voilà, c'est des choses qui reviennent très souvent, donc c'est les produits de base. Donc, on peut approfondir, on a parlé de la famille, et puis il y a l'accès aux produits de base, et donc la contradiction entre les deux, sachant que cette contradiction-là, elle n'est pas vue dans l'appareil statistique, on pourra éventuellement y revenir dans la discussion. Et donc ça, c'est voilà, les hommes, faut voir que dans une famille populaire, l'homme, c'est souvent celui qui gagne le plus d'argent. Donc c'est logique que ce soit lui qui énonce cette contradiction globale entre moi, voilà, nous on attend, on gagne tant, et en face, voilà ce qu'on doit dépenser, et là ça explose, ça tient plus, ça va plus. Classe numéro 1, c'est une classe qui est, du point de vue des locuteurs, bah, beaucoup plus féminine, donc c'est beaucoup plus des locutrices. Et là, ce n'est pas la question de la contradiction globale entre revenus et dépenses, c'est sur l'usage à l'intérieur du ménage qui est fait de l'argent qu'on a dépensé. Donc d'un côté, vous avez la contradiction revenus-dépenses, et puis là, de l'autre côté, c'est l'usage qui est fait, c'est l'arbitrage entre différents postes de dépenses. Vous avez un certain revenu. Alors, il y a des dépenses qui sont préengagées, typiquement tout ce qui est abonnement, facture de téléphone, facture d'électricité, le crédit pour le loyer, parce que c'est des gens qui sont très souvent propriétaires d'une maison individuelle, etc. L'essence, même si elle n'est pas préengagée, de fait, il y a peu de... Enfin, voilà. Euh, et donc, c'est la question beaucoup du reste à vivre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dépensé tout ce qui est dépenses obligatoires, qu'est-ce que vous faites quelle est la marge de liberté qui vous reste? Et en fait, cette marge de liberté, elle serait de plus en plus rognée par l'augmentation des dépenses préengagées, de tout ce qui est abonnement, de tout ce qui est justement ces biens essentiels dont je viens de vous parler. Donc pour moi, c'est là que se loge la contradiction sociale, pour nous, que se loge la contradiction sociale qui est exprimée par les Gilets jaunes. Donc, en fait, quand vous mettez ces 2 classes en regard, vous comprenez de quoi il est question. Et pourquoi, en fait, les Gilets jaunes, ils avaient des bonnes raisons, pardon, de ne pas parler directement de la question du salaire, alors ils sont pas idiots, ils savent qu'ils travaillent et que s'ils étaient mieux payés, ils seraient mieux lotis.
C'est que, enfin voilà, c'est-à-dire que les problèmes qu'ils énoncent, ils se situent dans la sphère de la famille, de la domesticité et de l'accès à un certain nombre de biens qui sont essentiels pour pouvoir vivre. Et puis, une fois que vous avez accédé à tous ces biens essentiels, de ce que vous pouvez vous offrir en plus. Donc, c'est toute la question des petits plaisirs. Donc, vous voyez notamment dans cette classe 1, il y a tout un vocabulaire de vacances, aller au restaurant, les loisirs, etc. etc. C'est-à-dire qu'on est tellement pris à la gorge par toutes les dépenses obligatoires qu'on n'a plus ce qu'il y a en plus. Ce qui fait que tout en étant des ménages populaires, on peut accéder au mode de vie des classes moyennes, si vous voulez. Donc c'est aussi, enfin vous voyez, c'est cet enfant-là, et c'est aussi des petits plaisirs qu'on peut offrir pas seulement à soi, mais aux enfants. Donc là, vous voyez que l'énigme, elle commence à se résoudre. Et donc en fait, c'est la question de l'accès. Euh, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que, notamment par rapport à des collègues qui voulaient faire une lecture, disons, marxiste, et voilà, c'est la lutte des classes. Nous, finalement, la conclusion à laquelle on arrive, c'est que, alors oui, c'est quelque chose de... Vous pouvez aller chez Marx pour essayer d'éclairer le conflit des Gilets jaunes, mais pas celui du conflit entre les forces productives, puisque ce n'est pas la question que les Gilets jaunes ont posée, mais un autre pan important de l'analyse de Marx, ce n'est pas les rapports sociaux de production, c'est les rapports sociaux de reproduction. Donc nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est que tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, qui se déroule dans la sphère de la domesticité, de l'accès aux besoins essentiels, enfin de la satisfaction des besoins essentiels, etc., c'est quelque chose qui est très bien décrit par Marx, c'est la question de la reproduction. La première chose là-dessus chez Marx, c'est la reproduction de la force de travail. Dans la mécanique, si vous voulez, de l'exploitation du travailleur par le capitaliste, il y a toujours une limite à ce processus-là, dans l'extraction de la plus-value, c'est que quand même, le travailleur, il faut un peu le payer et le laisser se reposer si vous voulez qu'il puisse revenir travailler demain, ou qu'il puisse travailler plusieurs mois, plusieurs années, qu'il ne soit pas complètement foutu en quelques semaines. Et donc, il faut qu'en face de la production, il faut que vous ayez une reproduction qui soit possible pour que enfin, voilà, le travailleur puisse travailler. Donc la chose la plus immédiate, c'est la reproduction de la force de travail. Il faut au moins que le travailleur il puisse s'habiller, se reposer, dormir la nuit. Donc quelque part, il faut bien une limite au temps de travail quotidien. Donc enfin voilà. Il faut qu'il puisse se chauffer. Et puis, de manière plus étendue, la reproduction, c'est le fait d'avoir des enfants, d'élever une famille, d'en prendre soin, etc., pour qu'il puisse y avoir les travailleurs de demain. Donc c'est la reproduction du système dans sa globalité. La reproduction de la force de travail, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'éclairer pourquoi la voiture est si centrale dans ce conflit. Vous pouvez dire que c'est des abrutis fans de tuning, enfin je ne devrais pas parler comme ça parce que c'est enregistré, enfin voilà, c'est pas mes mots, hein, je précise. Vous pouvez dire que c'est des gens enfin, voilà, qui sont complètement fascinés par l'univers culturel de la bagnole et que eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir polluer tranquillement et faire vroom vroom sur les départementales pour causer des accidents de la route, etc. Bon, en fait, si vous avez une lecture en termes de reproduction de la force de travail, vous comprenez très bien. Les enquêtes de l'INSEE le montrent de manière indiscutable. L'usage massif de la voiture en France, c'est des déplacements domicile-travail. Et ces déplacements domicile-travail, ils tendent structurellement à augmenter en distance et en temps. Et les gilets jaunes, ils sont le produit de ça. C'est les gens qui, pour se loger, ont dû s'excentrer des centres-villes ou qui viennent des campagnes, etc. Et donc, qui font de plus en plus des trajets, enfin, qui font des trajets de plus en plus longs, de plus en plus fatigants, et donc de plus en plus coûteux en voiture. Donc aujourd'hui, et ça n'existait pas à l'époque de Marx, la reproduction de la force de travail, elle passe par le fait de pouvoir se déplacer pour aller travailler. Donc, dans un contexte urbain, c'est le fait de prendre le RER, donc c'est le pass Navigo, c'est voilà. Dans un contexte périurbain, c'est la voiture et c'est le carburant diesel qui est la motorisation des classes populaires. Mais cette question de la reproduction, elle va au-delà de la force de travail, elle va plus globalement dans le fait de voilà, prendre soin de sa famille, élever ses enfants, etc., etc. Et donc ça explique aussi un autre aspect de l'énigme que j'avais évoqué au début, c'est la place des femmes. Parce que ça a été très bien décrit par les féministes qui ont relu Marx dans les années 70, c'est que dans ce processus social de reproduction, c'est les femmes qui jouent un rôle prépondérant. Alors que dans les rapports de production, c'est plutôt les hommes qui sont en première ligne parce qu'ils sont plus dans le travail salarié que les femmes. Dans le processus de reproduction, c'est les femmes qui jouent le rôle central parce qu'on sait que c'est elles qui jouent plus un rôle de gérer, enfin, qui tiennent les cordons de la bourse, d'aller faire les courses, de faire à manger, de s'occuper des enfants, de soigner, enfin voilà, etc., etc. Un exemple que je trouve magnifique de ça,
c'est cette lettre qui est donc un extrait des cahiers de doléances de Libourne. Donc, c'est pas là que j'ai enquêté, mais enfin, on est toujours dans le sud-ouest. Et voilà, donc c'est une femme qui s'adresse au président de la République, hein, parce que les doléances, c'est ça, on s'adresse au pouvoir, voilà, et qui s'adresse en tant que maman au président de la République. Et qui dit, donc, vous voyez, s'il y a une espèce, une anaphore, hein, comme on dit, Monsieur le Président de la République, pourquoi maman, voilà, j'aimerais que vous expliquiez à ma fille, donc c'est ce fameux, ces rapports familiaux, j'explique, donc c'est une mère célibataire, on peut supposer, j'aimerais que vous expliquiez à ma fille pourquoi ceci, pourquoi cela. Et donc, pourquoi maman doit ci, de pourquoi maman doit ça, vous pouvez lire la lettre. Pourquoi je ne peux pas faire de cadeau à ma fille, pourquoi je pleure le soir parce que je ne peux pas manger, enfin, etc., etc. Donc, vous voyez la centralité de ce type de rapport social-là dans la révolte des Gilets jaunes. Une fois que vous avez dit ça, vous avez comment dire, déconstruit l'idée que ce serait une forme de fausse conscience de classe, qui serait passé à côté du conflit de classe. Je le dis parce que moi j'ai des collègues qui m'ont dit ça, c'est un miroir déformant, pourquoi s'en prendre aux politiques et ignorer le patronat alors que c'est lui qui est responsable des inégalités, etc. Ce qui n'est pas faux, on peut faire cette critique-là aux Gilets jaunes, mais en même temps, il pose une question qui est une vraie réalité sociale, qui est peut-être pas assez prise en compte, c'est enfin voilà, les pratiques de reproduction. Et, enfin, voilà, et donc on peut classer le mouvement des Gilets jaunes comme enfin, dans la sphère des luttes reproductives et qui vont, c'est un peu trop petit, j'arrive plus à me relire, enfin voilà, qui vont s'organiser autour de trois dimensions, donc la maintenance, la subsistance et le soin. Donc la maintenance, c'est typiquement tout, toutes les pratiques que vous avez autour de l'automobile pour vous assurer que votre automobile elle va toujours bien fonctionner. Sachant que la catastrophe, quand vous avez des budgets très contraints qui tiennent par des bouts de ficelle, c'est la dépense imprévue. Donc si votre voiture elle tombe en panne, c'est la cata. Alors, déjà, vous ne pouvez plus aller travailler, donc vous gagnez plus votre vie. Et puis la dépense qui va être associée à ça, ça va tout de suite se chiffrer en centaines d'euros au garage, voire 1000, 2000 euros. Ça vous plombe et donc c'est pas possible. Donc c'est voilà, la maintenance de l'automobile par plein de petites astuces, bricoles. C'est des gens très manuels, les gilets jaunes, enfin un peu le contraire de moi. Voilà, la maintenance de l'objet automobile, c'est essentiel pour pouvoir. Voilà. Donc c'est une pratique reproductive et donc c'est un objet de vigilance comme l'était le pain dans l'Ancien Régime. Deuxièmement, les subsistances, donc c'est ce que vous pouvez vous acheter, notamment l'alimentation, avec votre salaire. Donc ça, c'est essentiel pour les Gilets jaunes. Et donc il y a une vigilance permanente autour du prix de l'alimentation et de comment est-ce qu'on peut faire pour comprimer ce poste de dépense. Et donc ça, c'est tous les petits trucs, les petites combines que les femmes en particulier savent faire. Trouver les promotions, les bons plans pour payer des aliments moins chers, savoir cuisiner les restes, savoir conserver longtemps les aliments, quand on a un petit peu plus d'argent au début de mois, ben, on achète de la viande et puis on la congèle pour pouvoir lisser la consommation de viande sur l'ensemble du mois. Enfin, toutes ces pratiques-là autour des subsistances. Puis enfin, le soin accordé notamment aux enfants et la dimension intergénérationnelle du mouvement. Moi, quand il y avait, au début du mouvement, donc on voyait tout de suite qu'il y avait beaucoup de personnes âgées, de retraités, et je pensais qu'elles étaient là pour des raisons d'abord fiscale, et notamment parce qu'il y avait une mesure dans les mois qui avaient précédé le mouvement, c'était, je crois, la CSG sur les petites retraites, ou une désindexation des petites retraites, enfin, un truc comme ça. Et je pensais que c'était ça un peu le facteur, le moteur de la participation des personnes âgées. Et en fait, quand vous discutiez avec des personnes âgées, ce qui était le moteur de leur colère, alors évidemment, ils étaient contre la CSG sur les petites retraites. Mais c'était une dimension intergénérationnelle. C'est-à-dire que vous avez 65, 70 ans, vous avez des enfants qui sont déjà adultes, qui travaillent, qui se sont déjà installés dans la vie, qui eux-mêmes ont des enfants, donc vous êtes des grands-parents, et vous vous rendez compte de quoi? C'est que vos propres enfants ne s'en sortent pas, n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc une pratique, je parlais des pratiques de subsistance, il y a des pratiques de solidarité intergénérationnelle autour de ça, autour des subsistances. Une pratique de retraité très courante chez les Gilets jaunes, c'est d'aller remplir le frigo pour les enfants, c'est-à-dire de faire les courses à leur place et donc d'endosser soi-même le coût des courses, parce que vous savez très bien que vos propres enfants n'arrivent pas à s'en sortir. Donc vous allez faire leurs courses, vous allez leur remplir le frigo, et donc c'est vous qui allez faire le chèque ou la dépense de 150 euros, et vous faites ça 2 fois dans le mois pour aider vos enfants à tout juste tenir leur budget qui est déjà fragile. J'avais dit 30 minutes, bon, c'est complètement râpé. Euh, euh, et donc voilà. Et donc en fait, ce qui met les retraités dans la rue, pour moi, fondamentalement, c'est la perspective de déclassement social de leurs propres enfants. Il y a des difficultés que vous pouvez accepter comme une fatalité sur le plan personnel, mais ce qui crée la colère populaire, c'est l'idée que vos propres enfants n'arrivent pas à s'en sortir, ou que vos enfants en bas âge, ou vos petits-enfants en bas âge, ceux qui en 2018 ont 5, 10 ans, enfin, voilà, qui ont encore la vie devant eux, pour eux, ce sera pire.
Et c'est pour ça que vous avez un mouvement d'une telle ampleur. C'est cette vision-là qui est pour moi, à mon sens, la figure de l'inacceptable. On n'est pas là pour nous, on est là pour nos enfants, c'est ça. Donc voilà pour le ressort, la contradiction sociale qui, à mon avis, vient révéler ce mouvement. Je voudrais continuer sur un plan enfin, point important du livre, qui est le deuxième chapitre, mais une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit que c'était un conflit de l'ordre de la reproduction sociale, donc sur les modes d'existence, qu'est-ce que ça nous dit, pardon, sur les classes sociales, les groupes sociaux aujourd'hui en France, et donc sur qui sont les Gilets jaunes. Ça a été aussi quelque chose qui a beaucoup interrogé dans les premières semaines du mouvement. On ne savait pas trop les qualifier. On disait, est-ce que c'est les petits moyens? Est-ce que c'est les classes moyennes inférieures? Est-ce que c'est les classes populaires? Est-ce que c'est la classe ouvrière? Enfin voilà. Est-ce qu'il y a une cohérence de classe sociale ou bien est-ce que c'est une alliance entre différentes classes sociales? Alors, nous, ce qu'on a essayé de montrer avec Sylvain, c'est qu'effectivement, il y a une cohérence de classe sociale, mais qui n'est pas forcément directement appréhendable dans la sphère du travail, même s'il y a une cohérence, mais qui est aussi liée à des conditions d'existence partagées et qui sont marquées par une condition de vulnérabilité commune. J'ai pris cette photo pour illustrer ça. C'est quelque chose aussi que je n'avais pas du tout anticipé et qu'on a beaucoup vu dans le cadre du mouvement. C'est la question de la maladie chronique, de l'invalidité, du handicap. C'est central dans l'expérience de la vie des Gilets jaunes. Ça revient soit personnellement, soit des gens qui ont à prendre en charge une personne handicapée dans leur entourage, un enfant, un frère, une sœur, un parent. Voilà, et donc là, vous avez quelqu'un qui a écrit sur son gilet jaune, handicapé égale précarité. Enfin voilà. Il y a quelque chose d'évident pour ce qui sont les Gilets jaunes, c'est leur cadre de vie. Ça, on le voit dès le début du mouvement. C'est des gens qui ne vivent pas dans les grandes villes, qui vivent loin des métropoles. Donc, ça évoque tout de suite les travaux du géographe Christophe Guilly, la France périphérique. Donc, ça fait couler beaucoup d'encre, cette vision de la France périphérique, que moi, personnellement, je ne partage pas. Mais enfin, si vous regardez les lieux de mobilisation des Gilets jaunes, là, c'est sur la Gironde. Vous voyez bien, enfin, non, vous ne le voyez pas bien parce qu'il y a des gros carrés, mais enfin, c'est pas dans la grande ville, c'est pas à Bordeaux, même s'il y a une manif en centre-ville, mais si vous voyez, là, moi le 17 novembre, j'ai recensé 40 points de rassemblement. Vous voyez bien que vous avez deux choses. Vous avez la seconde couronne de Bordeaux, donc le premier périurbain, hein, voilà, donc si vous connaissez, hein, Saint-Médard-en-Jalles, Cestas, enfin voilà, c'est les premiers Sainte-Eulalie. Sainte-Eulalie, on le voit dans le documentaire Les Doléances, si vous l'avez vu. Voilà, donc c'est la deuxième banlieue de Bordeaux, pas la première, qui elle est connectée au transport en commun, au tram, etc. De même qu'à Paris, vous avez la première couronne, vous avez le RER, mais c'est quand vous n'avez plus accès à ça. Donc c'est Melun, si vous êtes la région parisienne, ça va être Melun, enfin voilà. Et puis des coins très enclavés, donc typiquement le Médoc, enfin voilà, avec des problématiques de précarité sociale qui sont enfin, je veux dire, impensables. Et puis, enfin voilà, du périurbain qui s'est développé sur les grands axes de circulation. Là en rouge, vous voyez, c'est les autoroutes. Vous avez l'autoroute qui va vers le bassin d'Arcachon, tout autour du bassin d'Arcachon, qui n'est pas un ghetto de riches, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Langon, tout le sud du département, et puis voilà, le nord Gironde, le péage de Birsac, ça a été un énorme point de rassemblement des Gilets jaunes. Voilà, donc ils ont en commun ça, le cadre de vie, et le cadre de vie, c'est pas juste le lieu où on réside, c'est des contraintes de mobilité au quotidien, et donc ça explique la centralité de la voiture dans cette révolte populaire, et le fait que ça puisse être un objet de la révolte populaire, comme l'était le grain, les farines dans l'Ancien Régime. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, bon, je n'aurai pas le temps de développer là, c'est qu'ils partagent ce cadre de vie à un instant T, mais en fait, quand on regarde comment les gens sont arrivés à cet endroit-là, c'est par des trajectoires socio-résidentielles très différenciées. Dans les années 70, il y a eu un article très célèbre sur les grands ensembles qui s'appelait Proximité spatiale et distance sociale. Et dans le livre, on reprend un moment ce titre-là. Enfin, voilà, c'est parce que c'est exactement ça, les Gilets jaunes. C'est-à-dire c'est des gens qui habitent dans le même cadre de vie, des petits villages autour de villes moyennes. En gros, c'est ça. Mais qui, en fait, ils sont par des trajectoires socio-résidentielles très différenciées et qui, en fait, ne se côtoient physiquement, mais ne se côtoient pas socialement et s'ignorent réciproquement. Donc nous, on a relevé de ça trois figures. Vous avez les gars du coin, c'est-à-dire c'est des ruraux qui sont nés ici, qui ont toujours vécu ici. Bon, voilà, hein, eux, ils ont bien leur petit réseau de relations, des opportunités d'emploi, ils connaissent tout ça.
Vous avez ensuite ce qu'on a appelé les exclus de la métropole. Donc, c'est des gens, dans leur vie, ils sont passés par la métropole, donc en l'occurrence Bordeaux, et puis à un moment, ils ont dû quitter, donc typiquement quand ils ont eu des enfants, et parce qu'il y a une flambée du prix de l'immobilier à Bordeaux, donc c'est devenu trop cher de se loger quand on a une famille, donc on s'en va et on est un peu repoussé vers les marges du département. Enfin voilà. Et puis, vous avez enfin ceux qu'on a appelés les déracinés ou les nomades, qui sont des gens issus des classes populaires, qui viennent d'une autre région, qui viennent de petits patelins, mais complètement ailleurs en France, et qui ont des trajectoires très heurtées. Moi, je vois des gens qui viennent de Normandie, du Sud-Est, d'Alsace, enfin voilà, et même quand ils vous en parlent, vous avez du mal à comprendre comment ils ont atterri dans ce coin du Sud-Ouest de la France, et puis c'est pas clair dans leur récit. Enfin, voilà. Et donc, c'est des gens qui en fait ne se côtoient pas. Et en fait, il y a, d'ailleurs, tu l'évoquais, je pense, dans ton, dans ton édito sur les années du territoire, c'est ça, c'est l'espèce d'anomie. Donc en fait, nous, on est assez critiques sur cette vision de l'espace rural qui serait marqué par l'autochtonie, les gens qui se connaissent, un truc très intégrateur, etc. Non, pour moi, c'est un espace très anomique où il y a un déficit d'intégration sociale énorme et finalement, le rond-point, il vient remplir cette fonction-là. Enfin, voilà. Et enfin, dernier point, et j'essaie de ne pas être trop long, au-delà de l'aspect enfin, voilà, profession qui est très marqué. Hein, vous voyez, c'est les ménages des classes populaires. Donc chez les hommes, vous avez une surreprésentation des ouvriers et chez les femmes, ça c'est tiré aussi de l'enquête par questionnaire, surreprésentation des employés, sachant que c'est souvent elles sont employées dans des secteurs qui sont des secteurs de service à la personne. Donc c'est aide-soignante, assistante, vous voyez un peu le palliatif aux maisons de retraite, aide à la personne, euh, assistante maternelle, enfin voilà. Et donc en fait, même si c'est des mondes professionnels très différents, il y a une expérience qui est commune, c'est celle d'un très fort engagement des corps au travail et d'une usure des corps. Donc c'est pour ça que nous, on a parlé de classe laborieuse, parce qu'en fait, enfin, voilà, on ne peut plus parler de classe ouvrière, parce que le monde de l'usine, le monde ouvrier n'est plus l'espèce d'attracteur central des classes populaires, on va dire. Mais voilà, donc on reparle de classe laborieuse parce qu'il y a cette expérience quand même de l'usure du corps au travail. Et une chose qu'on peut montrer, bon, je pourrais redévelopper, c'est que donc, les gilets jaunes, ils sont plus exposés que le reste de la population française à un certain nombre de risques sociaux. Il y a une enquête du Crédoc qui l'a bien montré, et puis j'ai retravaillé dessus, là c'est ce tableau, donc je vais passer vite là pour le moment. C'est que vous voyez, vous prenez des risques sociaux que tout le monde peut rencontrer, donc dépression, chômage, séparation conjugale, et puis maladie, c'est l'exemple que j'ai pris là-dedans, maladie chronique, invalidité, handicap. Les gilets jaunes, structurellement, ils sont plus exposés, ils sont plus vulnérables à ça que le reste de la population française, y compris quand on contrôle l'effet, par exemple, de la profession, bah, le fait que c'est des ouvriers, donc forcément, quand vous êtes ouvrier, vous avez plus de chances de vous casser le dos ou d'avoir un accident ou des choses comme ça, y compris quand on contrôle ces variables-là. On voit que c'est voilà, donc c'est des représentants des mondes ouvriers, mais c'est pas n'importe lesquels. C'est des conditions de travail très dures, bon, etc., etc. Et puis des conditions de vie que j'ai déjà évoquées. Je veux aller vite, donc voilà. Je voudrais faire un dernier point, et puis après, je pense que c'est mieux de laisser place à la discussion. Ce qu'on a appelé la puissance politique du rond-point. C'est-à-dire, en fait, comment, si j'en reviens à l'énigme de départ, comment une telle révolte populaire et un mouvement social d'une telle ampleur a été possible, sachant que vous avez des gens qui n'ont pas d'expérience militante, qui ne se sentent pas comme étant politisés, qui n'ont pas de revendications qui sont facilement, euh, disons, réitérables par le reste de la société française. Comment ça, c'est possible? Et en fait, ce que nous, on a essayé de montrer, c'est que le dispositif de rassemblement sur les ronds-points joue un rôle fondamental là-dedans. Et ça marche parce que ça n'a pas été prévu. C'est-à-dire que les ronds-points, ils ont été choisis comme lieu de rassemblement pour des raisons stratégiques. C'est des lieux, l'idée, c'est de bloquer l'économie en bloquant les routes. Donc, on va choisir des ronds-points qui contrôlent l'accès à des lieux pensés comme stratégiques pour bloquer l'économie. Donc, c'est l'accès à l'autoroute, c'est l'accès à des zones commerciales, c'est l'accès à des zones d'activité, des zones d'entrepôt, des zones logistiques. C'est ces ronds-points-là. Sauf qu'en fait, très vite, et dès le premier jour, ça joue un rôle que les organisateurs n'avaient eux-mêmes pas anticipé, c'est que ça devient un lieu de rencontre et un lieu de parole, un lieu d'échange, des places publiques, comme tu l'as dit. Donc ces non-lieux, ces lieux qui sont que des lieux de passage, deviennent des lieux où on s'arrête et où on se met à parler. Et donc en fait, des gens qui ne se connaissent pas, pour les raisons que j'ai évoquées il y a un instant, vont se mettre à échanger. Et alors, comme on ne sait pas, on est parti de l'essence, des conditions de vie, du pouvoir d'achat, ça part de ça. Et en fait,
Et c'est ça qui permet la montée en généralité des revendications. C'est qu'on se met à discuter, on dit, mais attends, les gens, le 17 novembre, ils me l'ont tous dit, on était venus pour l'essence. On était venus juste parce qu'on ne voulait pas payer un truc en plus pour l'essence. Et en fait, ils se mettent à parler entre eux et ils se disent, ouais, mais attends, en fait, il n'y a pas que l'essence, parce que regarde, il y a ça, ça, ça et ça qui augmente. Et puis, tu vois, on s'en sort pas. Ah ouais, toi aussi, tu as des problèmes d'argent. Attends, tu gagnes combien? Ah ouais, moi pareil. Et puis, et voilà. Et donc, en fait, on passe de situations qui sont vécues pour le mode personnel, de l'échec personnel, sur le mode de la honte, à la colère. Il y a ce fameux motif de la colère, voilà, qui n'est plus. Donc, la honte, elle est retournée contre soi-même. C'est moi qui suis dans une situation d'échec, c'est ma faute parce que je n'ai pas su bien gérer ma vie. Et la colère, elle est tournée contre une entité tierce, qui est en l'occurrence les élites politiques. Et, et comme c'est ça l'élément partagé, c'est aussi ça qui explique que d'autres formes de colère sont mises en sourdine, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, notamment la colère ou le mépris social contre les plus faibles que soi, qui n'est pas du tout absent chez les Gilets jaunes, mais qui ne va pas du tout monter comme revendication. Voilà. Donc vous pouvez avoir sur un mode mineur, sur un rond-point, vous pouvez entendre des récriminations contre les assistés, contre les migrants, enfin des choses comme ça, sauf que ça ne va jamais monter. Ce qui va monter, ce qui va être partagé, c'est la colère contre les élites, contre voilà, les gens qui nous gouvernent, etc. Et je termine là-dessus, donc je n'aurais dépassé que d'un quart d'heure. Au final, ce mouvement qui est très inédit, qui a une vraie singularité, surtout si on le compare à tout ce qui a été le format de la révolte au XXe siècle, donc qui est un peu polarisé par le mouvement ouvrier, il a paradoxalement des vrais points communs avec d'autres formes de révolte, et en particulier si on déplace le regard d'un point de vue géographique de l'Occident vers d'autres zones qui n'ont pas connu de révolution industrielle, donc qui n'ont pas connu l'institution du salariat, etc. Donc si vous regardez la forme que prennent les révoltes populaires en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Amérique latine, et donc là vous avez l'exemple du Chili, ça se passe quelques mois après les Gilets jaunes, et le déclencheur, c'est l'augmentation du prix du ticket de métro à Santiago. Donc c'est exactement la même problématique que les Gilets jaunes, mais dans un contexte urbain, vous voyez, les gens qui vivent dans l'économie informelle et qui doivent prendre le métro le matin pour aller travailler. Et donc là, vous retrouvez exactement les mêmes caractéristiques. On ne se révolte pas contre l'employeur, on se révolte contre la vie chère. L'interlocuteur qu'on se donne, c'est pas le capitaliste qui nous exploite, c'est le gouvernement. Des revendications assez hétérogènes, mais qui montent en généralité. C'est-à-dire que typiquement, on part des conditions de vie, d'une dimension économique de la vie, et on va vers la question de la représentation politique, et ça aboutit à une crise de la représentation. La Révolution française, c'est parti de ça. Et au Chili, ça aboutit à un processus constituant. C'était une demande des Gilets jaunes qui n'a pas abouti, mais les Gilets jaunes, à un moment, ils voulaient réécrire la constitution de la France. Donc, vous voyez retrouver cette caractéristique-là, hétérogénéité des groupes mobilisés et en même temps effacement des différences sociales au sein du groupe mobilisé. Et donc, typiquement, le signe de ralliement qu'on prend, ce n'est pas un drapeau rouge, ce n'est pas un drapeau syndical, c'est le drapeau national qui représente l'unité du peuple. Et vous avez ça dans les Gilets jaunes, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est l'hymne national, c'est la Marseillaise. Voilà. J'arrête d'être trop long, donc il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites, mais je pense que c'est mieux qu'on ait un échange. Voilà, hein, donc un bon exemple de comment une crise des subsistances, une crise des modes d'existence, donc une dimension économique, débouche sur une crise politique. Donc là, vous avez le peuple. La dimension politique, la crise de la représentation, bah, c'est la demande du référendum d'initiative citoyenne. Et puis la colère contre les élites avec un peu de l'art populaire, une caricature de Macron. Merci Antoine.